Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h22 sur studiokalita.com et nous commencerons cette revue de la presse par le titre, on va dire, d'envergure internationale qui préoccupe également les Israéliens. Il s'agit bien entendu de cette cyberattaque mondiale qui a frappé depuis hier plusieurs milliers d'ordinateurs à travers de nombreux pays, plusieurs pays. Cette cyberattaque a également touché, mais de manière très marginale, l'État d'Israël. Les pays les plus touchés apparemment sont l'Ukraine et aussi la Russie. Et ce matin, le Maariv titre « Effort international face à la cyberattaque ». Il y aurait des preuves d'une implication de la Russie. Il pourrait s'agir même d'une vengeance de Vladimir Poutine envers l'Ukraine. Quant au Israël Hayom, il indique que 3 sociétés israéliennes ont donc été touchés et l'Office national israélien contre les cyberattaques, qui est particulièrement performant, demande actuellement donc aux Israéliens de ne pas, qui auraient pu être touchés donc par cette attaque, de ne pas payer de pots de vin à ces hackers qui ont torpillé ces ordinateurs. Le site Ynet, lui, mentionne ce matin l'appel à l'unité internationale, l'appel lancé par le président américain Donald Trump pour lutter et venir à bout de ces hackers qui ont torpillé donc ces ordinateurs. Revenons, on va dire, de manière plus proche en Israël avec tous les quotidiens israéliens qui reviennent donc sur cette crise entre le gouvernement israélien et le judaïsme américain. Les quotidiens mentionnent ce matin qu'une importante réunion s'est tenue hier soir à la Knesset autour de cette décision israélienne de suspendre l'application de l'arrangement du Kotel et de voter une loi qui permettrait au grand rabbinat d'Israël de conserver l'exclusivité sur le traitement des conversions. Une réunion à laquelle ont participé de nombreux leaders juifs américains qui étaient venus en Israël dans le cadre des travaux du conseil d'administration de l'agence juive, une réunion d'urgence au cours de laquelle ces leaders ont promis d'œuvrer pour annuler la décision du gouvernement Netanyahou, tout en assurant les députés israéliens présents de leur soutien indéfectible à l'État d'Israël. Selon le Times of Israel, les élus de la coalition gouvernementale ont tenté de rassurer les dirigeants juifs en leur affirmant que le dernier mot n'avait pas encore été dit dans cette affaire et qu'il était encore possible de revenir au statu quo ante. Quant au leader de l'opposition Yitzhak Herzog, il s'est dit, je cite, déshonoré et offensé par cette décision, comme beaucoup de juifs le ressentent, a déclaré donc Yitzhak Herzog. Et puis en marge de cette réunion d'hier, le parti laïque Yesh Atid a décidé de transformer l'arrangement du Kotel en un projet de loi qu'il a l'intention de soumettre très prochainement à l'aval de la Knesset. Le Yediot Aharonot admet qu'il y a peu de chances pour que ce projet de loi soit entériné, car Binyamin Netanyahou exigera une discipline parlementaire de la part de tous ses partenaires de la coalition gouvernementale, mais il ne fait aucun doute que cette loi sera un véritable casse-tête de plus pour le Premier ministre israélien. Ce matin, le Israël Hayom titre et annonce que les deux partis gouvernementaux et mouvements réformistes et conservatifs ne veulent pas embraser la tension et dégrader la situation autour de cette affaire. Même le Rav Yaakov Litzman, le leader du judaïsme de la Torah et ministre de la Santé, a affirmé que les orthodoxes n'avaient pas l'intention de mener une guerre contre le judaïsme américain. Quant à Nathan Sharansky, le président de l'agence juive, qui a très vite, on le sait, qui très vite est monté au créneau pour protester contre la décision du gouvernement, eh bien, il s'est félicité du fait que les députés israéliens aient accepté de débattre. J'ai longtemps déploré qu'il n'y ait pas suffisamment de débats, de discussions entre députés israéliens et représentants de la diaspora. Je suis heureux que ce dialogue se soit déroulé, même si les circonstances ne sont pas particulièrement favorables, a déclaré donc Nathan Sharansky hier à l'issue de cette réunion dont je vous parlais, donc entre les responsables du judaïsme américain et quelques députés du Parlement israélien. Même le nouveau président du conseil d'administration de l'agence juive, Michael Segal, a tenu à remettre les choses dans l'ordre et dans leur contexte, on va dire dans certaines proportions. Vous savez que ce qui fait aujourd'hui les grands titres de la presse israélienne peut être très vite balayé par d'autres informations plus graves, mais nous lutterons contre toute la problématique et toute la suspension de l'arrangement qui avait été conclu il y a 1 an et demi autour du Kotel et de l'installation d'une esplanade alternative.
alternative qui permettait au judaïsme réformiste et conservatif de prier, a donc déclaré Michael Segal au cours de sa première déclaration en tant que nouveau président du conseil d'administration de l'agence juive. Restons toujours dans ce domaine avec le Haaretz et le site Ynet qui ont cité dès hier soir l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, qui a affirmé à propos de la tension entre le gouvernement et le judaïsme non orthodoxe américain, il n'est pas concevable qu'une organisation juive américaine envisage de reconsidérer ses liens avec l'État d'Israël. Friedman s'est dit stupéfait par le comportement tout en reconnaissant et en comprenant les sources de cette problématique donc entre les deux parties, le gouvernement et le judaïsme non orthodoxe. Et puis le site NRG nous explique apparemment une partie des dessous de la polémique entre ces deux parties, entre le gouvernement israélien et le judaïsme réformiste américain. Selon le journal et son site, le mouvement réformiste serait truffé, je le cite, de militants de l'extrême gauche affiliés à l'extrême gauche israélienne, et le rabbin Rick Jacobs, qui est le président du mouvement réformiste aux États-Unis, et lui-même membre du conseil d'administration du New Israel Fund, le Keren HaChadasha, la fondation pour un nouvel Israël, qui organise de très nombreuses activités visant à saper le pouvoir en place en Israël. Dixit donc le NRJ. Les quotidiens et certains sites d'information rappellent que c'est aujourd'hui que le président de la Knesset, Yuli Edelstein, prendra la parole devant le Parlement russe à Moscou. Une visite, on l'a déjà mentionné, chargée de symboles et qui sera particulièrement émouvante pour le président du Parlement israélien, qui est originaire de Moscou, qui est un refusnik célèbre, qui a été un refusnik célèbre et qui doit également visiter au cours de ce séjour la maison où il est né, celle où il a été arrêté par le KGB pour ses activités sionistes subversives, entre guillemets, et la prison également, où il a purgé sa peine de détention pour activité donc sioniste avant de pouvoir être autorisé à faire son alia. En fait, Yuli Edelstein enseignait l'hébreu lorsqu'il était refusnik. Il était donc l'un des refusniks les plus connus dans l'ex-Union soviétique. Les journaux israéliens rendent ce matin un hommage appuyé aux réservistes de Tsahal, à ces hommes d'affaires, enseignants, ingénieurs qui chaque année laissent de côté pendant un mois carrière et même vie de famille pour revêtir l'uniforme de Tsahal et servir dans le cadre de la réserve militaire. Hier, la Knesset et le président de l'État, Reuven Rivlin, ont salué très chaleureusement le dévouement de ces milumnikim, de ces réservistes de Tsahal. Le président Reuven Rivlin a remis d'ailleurs une distinction à une unité de réservistes Narshon dans l'armée israélienne qui s'est particulièrement distinguée par ses prestations. La cérémonie s'est déroulée à la présidence de l'État en présence du chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Azenkot, et le commandant de cette unité Narshon qui s'est distingué a reçu le prix des mains du président. Il s'agit du lieutenant-colonel Noam Ben-Ari, qui est le propre frère du commandant Chagai Ben-Ari, qui fut le commandant des commandos parachutistes de Tsahal, très grièvement blessé lors de l'opération Bordure Protectrice durant l'été 2014 et qui a succombé cette année à ses blessures. Le Washington Post s'intéresse ce matin à Gideon Sa'ar, et le grand quotidien américain se penche sur la carrière de celui qui fut le très populaire ministre de l'Éducation du gouvernement de Binyamin Netanyahou entre 2009 et 2013 avant de se retirer de la vie politique il y a environ 4 ans. Est-ce que Sa'ar sera le prochain Premier ministre de l'État d'Israël, se demande le Washington Post, qui a interrogé donc Gideon Sa'ar dans cet entretien. Ce dernier explique aux journalistes américains que les Palestiniens risquent d'avoir à l'issue des pourparlers de paix 3 États, et il constate l'absence totale de confiance aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Selon Sa'ar, il n'y aura pas de paix qui repose uniquement sur des concessions israéliennes. Les Palestiniens doivent cesser leur incitation à la haine, dit-il. Sa'ar qui ne croit pas en une paix proche entre Israéliens et Palestiniens. Sur le plan diplomatique, le Israël Hayom nous indique ce matin que le rapprochement récent entre Israël et plusieurs pays africains, que l'on a pu constater à travers les visites du Premier ministre Binyamin Netanyahou sur le continent africain, eh bien ce rapprochement commence à porter ses fruits. Un exemple cité ce matin donc par le Israël Hayom: le Togo a repoussé une initiative syrienne, et oui, de boycotter Israël et de l'empêcher de participer à une réunion de l'Union des pays d'Afrique. Le Togo a repoussé toutes les pressions à ce sujet et a donc invité l'État d'Israël à participer à cette réunion.
Et puis ce matin, le Israël Hayom consacre sa manchette à la dramatique crise à l'hôpital Hadassah autour de la démission des médecins du département d'hémato-oncologie infantile. Une crise qui se prolonge depuis maintenant plusieurs semaines et qui porte atteinte au traitement des enfants. Les médecins avaient démissionné au début du mois de mai à la suite de la décision du directeur général des hôpitaux d'Hadassah, le docteur Zeev Rothstein, de ne plus procéder à des transplantations de moelle épineuse dans ce département, mais dans un département réservé au traitement d'adultes. Depuis, la crise n'a cessé de rebondir en Israël. Les médecins démissionnaires ont voulu même recréer un service semblable à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Mais hier, la Cour suprême a pressé la direction d'Hadassah et les médecins grévistes de trouver un compromis avec la médiation du juge qui vient de quitter donc la Cour suprême, Eliakim Rubinstein, une affaire qui fait la une donc du Israël Hayom ce matin. En page économique, les journaux nous indiquent qu'en une décennie, eh bien, les exportations israéliennes en direction de l'Inde ont augmenté de 60%. C'est une information importante à l'approche donc de la visite historique du Premier ministre hindou en Israël, Moudi, et c'est une donnée fournie par le ministère israélien de l'économie en 1992, année de l'instauration des relations diplomatiques entre Israël et l'Inde. Eh bien, le volume des échanges entre ces deux pays était de quelques 200 millions de dollars. Aujourd'hui, le volume a dépassé les 4 milliards de dollars. Et puis le Haaretz nous annonce en première page que Yair Lapid, le leader du parti laïque Yesh Atid, se rend aujourd'hui en Espagne pour s'exprimer devant le Parlement espagnol, ou plus exactement devant des députés du Parlement espagnol, pour leur révéler qu'une partie des fonds envoyés par le gouvernement de Madrid à l'autorité palestinienne sont finalement destinés à financer des terroristes. L'objectif de Lapid sera de persuader ces députés de cesser de cautionner de telles activités en faisant voter une loi contre ce type de subvention. Mais ce qui est intéressant, c'est que Israël semble reprocher à Yair Lapid son activité, et il souligne que le leader de Yesh Atid présentera un rapport de ce que le journal appelle une ONG d'extrême droite. Il s'agit d'NGO Monitor, dont la raison d'être est justement d'enquêter sur la destination des financements étrangers destinés aux Palestiniens. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias par la seconde chaîne de télévision israélienne qui a interrogé hier l'ancien député arabe israélien Bassel Gattez quelques jours avant qu'il n'entre en prison pour purger sa peine après avoir été reconnu coupable et condamné pour avoir donc voulu transmettre à un terroriste emprisonné des téléphones portables et des cartes SIM en violation flagrante avec la loi israélienne. Gattez ne s'excuse pas, il va même jusqu'à qualifier le terroriste responsable de l'assassinat d'un soldat israélien, je cite, de pacifiste. Gattez, qui est le cousin d'Azmi Bashara, lui aussi un ex-député qui avait fui Israël en 2006 après avoir fait l'objet de soupçons graves de collusion avec le Hezbollah durant la seconde guerre du Liban. Finalement, lorsque Gattez n'a pas apprécié certaines questions posées par le journaliste de la seconde chaîne, eh bien, il a tout simplement fait arrêter l'entretien au milieu. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.